Suivre également Lucas Pouille, Gilles Simon ou encore Caroline Garcia. Et puis il y a aussi du foot ce soir. Lens, club de Ligue 2, accueille Dijon, 18e de Ligue 1 dans le cadre des barrages à 20h45. Bonne journée. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, nous sommes en direct avec vous. Et oui, même les jours fériés, nous travaillons. Et ils sont courageux, ils sont venus également aujourd'hui pour débattre et commenter l'actualité. Jacques Miard, bonjour. Bonjour, c'est le service public, c'est bien connu. Et ben voilà, maire de Maisons-Laffitte, ancien député LR. Nicolas Moreau, membre du collectif Antigone, bonjour. François Coq, vous êtes essayiste, vous avez publié L'impératif démocratique. Et c'est quelle maison d'édition ? Aux éditions du Borrego. Du Borrego. Et vous êtes membre de la France Insoumise. Et Régis de Castelnau. Pardon ? Banni, s'il vous plaît. Banni. Et Régis de Castelnau, vous êtes avocat, membre de la rédaction de Causeur. Et on peut vous lire sur votre excellent blog Vue du droit, avec des opinions extrêmement tranchées. Voilà. Bonjour. Bonjour à vous. C'est bien la première fois que le droit est tranché. Oui, il est assez tranché. Relire Giraudoux et la guerre de Troie. Les tarifs de l'énergie explosent à partir de samedi. Les prix de l'électricité vont augmenter. Les tarifs régulés d'EDF, auxquels sont abonnés 28 millions de Français, vont augmenter de près de 6%. On se souvient que les Gilets jaunes sont descendus dans la rue pour moins que ça. Donc on va en parler avec vous. Macron a-t-il raison d'accélérer les réformes ? Donc rien ne change. Et puis la mortalité routière n'a jamais été aussi faible. Merci les 80 km/h. Là, je sais que vous êtes tous en train de bondir derrière vos postes de radio. Mais on va commencer par un tour de table avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Régis, on va commencer avec vous. Vous êtes prêts ? Oui. Alors, je vais être tranché. C'est à propos du tweet de... Je ne me rappelle plus son nom exactement. De l'assistant parlementaire de la suppléante qui s'appelle... Manon Montmirel. Alors, on l'a entendu, que les Français doivent tous niquer leur mère, que tous les Français aillent niquer leur mère, et France, pays fasciste. Elle s'est excusée très bien. J'ai trouvé que c'était bien. Elle l'a fait avec, je pense, de la sincérité. François Coq, il la connaît peut-être, je ne sais pas ce qu'il va nous en dire. Mais ce que je trouve, ce que ça caractérise, c'est la catastrophe de la France insoumise. C'est-à-dire que aujourd'hui, à la France insoumise et autour, il y a des gens... pour lesquels la France insoumise a la plus grande complaisance, se développent des positions qui sont inadmissibles, des façons de parler de son pays, des façons de l'accuser, de l'insulter, qui sont tout à fait intolérables. Elle l'a dit, c'est sous le coup de l'émotion, mais ça pose le problème de fond, parce que c'est quand même Jean-Luc Mélenchon qui avait un capital considérable après sa campagne de 2017, et je revendique le fait d'avoir voté pour lui aux deux tours, c'est-à-dire que j'ai gardé le bulletin pour le deuxième, vote nul bien sûr, mais et qui a voulu mettre ce capital-là au service d'une ligne suicidaire. Quand j'entends Clémentine Autain qui vient nous dire que il aurait fallu poursuivre complètement sur cette ligne et que c'est à cause de ça qu'il y a eu cette baisse, c'est totalement grotesque. Et je pense que c'est quand même assez grave, parce que ça, ça empêche de prendre quelque chose d'extrêmement important en compte. C'est ce que devient l'État français. Ouais. J'ai appris hier qu'on allait faire un spoil system et que M. Macron dit très tranquillement qu'il allait foutre les fonctionnaires, les fonctionnaires qui ne sont pas d'accord avec lui, pas loyaux, hop, il va les virer. Alors il y a beaucoup de choses dans tout ce que vous dites, mais non, attendez. Ce que je veux dire, c'est que je parle de Mélenchon et puis j'arrête très vite. C'est-à-dire que sa déclaration du dimanche soir, une ombre s'étend sur la France, le fascisme du RN. Pour l'instant, la dérive de l'État policier, c'est Vérag, que j'ai rencontré ici, qui le dit. La France est dans une dérive autoritaire, est en train de commencer à ressembler à un État policier. À l'étranger, les gens sont stupéfaits et on vient nous dire non, là tout va bien, pas de critique de ça. Et ce sont le RN qui sont des nazis qui mangent les petits enfants. Moi, je commence à en avoir un peu marre, parce que ce combat contre ces dérives, les dérives de ce pouvoir, journalistes convoqués, répression judiciaire comme j'ai jamais vu dans toute ma carrière, je constate que ça ne gêne personne, sûrement pas. D'ailleurs, les gros bataillons de la bourgeoisie... On se trompe effectivement d'analyse et d'adversaire, et qu'on exagère effectivement
un certain nombre de dérives des deux côtés, effectivement, ça traduit véritablement un manque d'objectivité totale. Et c'est pas nouveau non plus. C'est pas nouveau, mais il y a des chapelles, il y a des... Où Régis a raison, c'est que l'outrance verbale pose un problème de fond. Ouais. Le qualitatif pose un problème. Non, et puis il y a un refus de se battre pour les libertés qui me stupéfie, moi, je reconnais. Ouais, mais alors, Nicolas Moreau. Il faut mettre en place les conditions déjà pour se mettre en place, pour se battre pour la liberté. Pardon, je bafouille un peu. Ouais. Ça commence à la France Insoumise, qui est très mal placée pour donner des leçons de liberté ou de démocratie. Non, mais c'est vrai, la France Insoumise. Enfin, Jean-Luc Mélenchon a pris une tournure qui a été qualifiée d'autoritaire par beaucoup de monde. Quand j'ai oublié son nom d'ailleurs, j'ai un trou de mémoire. Mais d'ailleurs, c'est pas le seul à être parti. Il y a pas mal de monde qui sont partis. Il y a Giorgio Kuzmanovic qui était parti, Andrea Cottarach qui était parti. Il a fait il est passé de l'autre côté. C'est économiste, j'ai oublié le nom. Limbanok. Non, c'est le politiste, docteur en docteur en sciences politiques. Oh non, Guénolé, voilà, qui était parti. Mais qui était parti en rallant justement sur la ligne autoritaire. Oui, parce qu'il n'était pas en position éligible. Oui, parce qu'il n'était pas, mais il y a eu beaucoup de soubresauts. Et ensuite, il y a surtout eu deux lignes qui ont eu l'air de se séparer au moment des Gilets jaunes et même avant. C'est qu'il y avait d'un côté Ruffin et Quatennens en moindre mesure qui avaient l'air de plus cibler les provinces et par des discours qui étaient plus républicains et plus ouverts. Et ensuite, il y avait Obono et Autain qui avaient l'air de plus cibler ceux qui pensaient être les banlieues avec des discours qui étaient plus orientés des coloniaux, indigénistes et toutes ces affaires-là. Ouais. Et au milieu, Jean-Luc Mélenchon qui a eu beaucoup de mal apparemment à trancher, qui a eu l'air de trancher en faveur d'Obono et Autain, ce qui a pas mal fracturé son parti. C'est compliqué, hein. Et ça a marché, et ça a pas marché, et ça a pas marché non plus pour Hamon qui avait essayé de miser sur cette ligne-là aussi, qui a essayé de jouer à full je suis le roi de Barbès, etc. Ça a pas marché du tout pour lui. Et c'est une ligne qui est en train de s'effondrer dans à peu près tous les partis de gauche qui l'ont testé. Alors, peut-être que François Coq peut dire quelque chose. Effectivement, rappelez quand même le tweet que vous évoquez, c'est la suppléante donc d'Éric Coquerel de la France Insoumise, députée La France Insoumise, qui a tweeté que la France et les Français aillent niquer leur mère, pays de fascistes. Elle l'a retiré. Une réaction un peu excessive, c'est ce qu'elle a dit, en découvrant le très haut niveau du Rassemblement national. Elle dit, c'est vrai que la peur et la colère m'ont submergé. Donc c'est un petit peu ce que vous dites, Régis, c'est en centre de combat à la France Insoumise. Non, ce qui est très haut dans cette déclaration, c'est le niveau de connerie, très honnêtement. Ouais. Là, il y a absolument rien à dire sur ce tweet lui-même. Ce qu'il traduit, c'est pas tant pour la France Insoumise, ça peut être valable pour d'autres. C'est un certain confusionnisme et relativisme culturel et idéologique qui se met en place dans un certain nombre d'organisations, dont la France Insoumise a été bien évidemment victime ces derniers mois, à partir du moment où certains ont confondu le populisme avec une forme de démagogie interne en prétendant que tout se valait pour essayer de rassembler des gens en interne. Eh ben, ils ont perdu ce qui fait justement la force de la démarche qui s'adresse au plus grand nombre, qui est une armature républicaine et une pensée commune, justement sur une pensée de la liberté populaire, de la liberté républicaine, qui est celle qui finalement fonde le peuple français depuis 225 ans, et qui était la force du tribun Mélenchon en 2017, et finalement qui est peut-être la dynamique qu'il a un peu trop abandonnée ces derniers mois. Moi, ma dénonciation, puis j'arrête, ma dénonciation, je rejoins tout ça, elle est que cette entre guillemets gauche, dans toutes ses composantes, y compris la France Insoumise, ne bouge pas sur la mise en cause des libertés publiques dans ce pays. Les lois fake news, les lois anti-casseurs, la répression judiciaire. Là, écoutez, je ne vais pas défendre la France Insoumise, mais j'ai quand même entendu Mélenchon critiquer vertement, je dirais, ces nouvelles lois, tant sur les fausses nouvelles, tant sur d'autres aspects. Le jour où ça le fait, on en parle plus après. Oui, c'est ça, ça dure 2 jours et ça c'est... Oui, mais alors là, ça c'est le moulin. Attention, le fascisme, c'est Marine Le Pen. Oui, je suis désolé, pour l'instant, on a un problème d'autoritarisme et de dérive très inquiétante. Lisez la presse internationale, et personne ne dit rien. Non, attendez, la presse internationale, elle se cale sur un anti-Macron viscéral, parce que Macron, attendez, moi je suis opposant à Macron, mais il faut quand même regarder. Ce qui se passe, c'est qu'en réalité, il a énervé les Européens avec son prêchi-prêchasse et l'épître aux Européens, et il s'est mis contre, je dirais, l'ensemble des... Michel Bachelet à l'ONU qui est chilienne. Non, mais attendez, et l'OCDE. Non, le moulin onusien, je le connais bien. Vous pouvez avoir un sous-comité qui va dire ça, un autre qui va dire le contraire. Il faut quand même raison garder. On a certainement une dérive autoritaire dans ce pays. Cela étant,
on n'est quand même pas encore sous Staline. Hein. Non, on n'est pas. Oui, enfin, il remonte un chemin. Mais ce qui fait aucun la sens. France, alors Nicolas, effectivement, est-ce que la France insoumise, vous posez une vraie question, c'est pas un combat dont ils auraient dû s'emparer. Ils auraient pu, mais ils n'y arrivent pas parce qu'ils sont divisés en interne. Mais ça, c'est aussi parce que la France insoumise s'affaiblit depuis bien longtemps sur pas mal de sujets. Par la présentation, par l'image qu'ils donnent déjà quand ils vont bousculer des procureurs ou qui vont gueuler comme des putois quand ils se font perquisitionner, et par aussi la ligne après politique qui devient de plus en plus ce qui arrive à Fillon. Hein. Mais c'est surtout, moi, il y a un aspect qui m'intéresse aussi, c'est on a tendance, enfin la République en marche aurait tendance à dire oui, le vrai danger, le vrai fascisme, etc. C'est le Front National qui arrive. Mais effectivement, comme l'a dit Régis de Castelnau, on donne au Front National, s'il arrivait au pouvoir, tout un tas d'armes qu'il pourrait utiliser de manière dangereuse, comme la loi fake news, etc. C'est-à-dire que quand on légifère pour le long terme. Et on laisse au Front National tout un tas de lois qu'on pense utiliser avec sagesse quand on est au pouvoir et qu'on laisse ensuite pour le pouvoir suivant. Oui, enfin... Allez. Je ne pense pas tant que ce soit un déficit d'intervention sur ce sujet-là, des libertés publiques de la France insoumise, que le fait qu'elle ait apparu dévertébrée. C'est-à-dire qu'elle mettait un petit peu tout sur le même plan. Elle a dénoncé ces atteintes aux libertés publiques en même temps qu'elle allait raconter je ne sais pas quoi sur les animaux et qu'il fallait manger du quinoa. Autrement dit, tout était mis sur le même plan et la France insoumise est apparue pour un grand gloubi-boulga incapable d'agréger. Mais des choses ont été dites. Regardez, nous avons été nombreux et moi j'étais l'un des premiers à poser Emmanuel Macron comme un illibéral. C'est-à-dire libéral sur le plan économique, mais qui visait à éteindre toute opposition interne dans le cadre national. Écoutez, c'est une critique forte et puissante qui a été reprise par d'autres. Mais parce que d'autres sujets ont été mis sur la table, rien n'est apparu de manière saillante comme une force qui, à un moment donné, veut être performative. Là est l'échec de la France insoumise aux élections européennes. Oui, moi je pense quand même qu'il y a quelque chose qui s'est passé, c'est qu'au moment des présidentielles, où là on a toujours un discours plus simplificateur pour arriver au but, il y a dans la France insoumise des forces totalement antagonistes, avec, je veux dire, il n'y a pas unité du mouvement, et on le voit aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Bon, on peut on va faire un tour de table, mais c'est vrai que parfois il y en a qui... Non mais Régis est un avocat... Voilà, il a lancé un... Non mais c'est un débat important. C'est de la faute de Valérie qui m'a passé la parole le premier, elle est tombée dans un piège, parce que c'était sûr qu'on allait reparler des élections, puis dire du mal de l'un ou de l'autre. C'est tombé sur Mélenchon. Allez, Jacques Miard, votre coup de cœur ou coup de gueule? Oui, coup de cœur, et je vais vous surprendre. Charité ordonnée commence par soi-même. Je vais parler du festival amateur, du théâtre amateur à Maison Lafitte, qui a lieu actuellement. Mais absolument, et je vais vous dire pourquoi. Parce que les interprètes, ce sont des amateurs qui montent sur scène, et je peux vous dire qu'ils ont du talent. Hier, on a eu une pièce extraordinaire, Léocadia d'Anouilh, jouée d'une manière merveilleuse. Le texte, je n'en dirai pas davantage, parce que parfois, ce sont les interprètes qui font 80% du succès. Et donc, j'invite... The Voice, en fait, faites-le moderne. Absolument. De The Voice. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que le théâtre est quelque chose pour moi d'extrêmement formateur. Quand vous songez que... Regardez le président de la République. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, mais ça, lui, le problème, c'est qu'il a une mauvaise partition. Allez, on se retrouve dans un instant, on continue. Les coups de gueule, coups de cœur ont pris un petit peu plus de temps que prévu, mais on va continuer avec vous, 0826 300 300, puis on va parler des tarifs de l'électricité qui vont augmenter à partir de samedi prochain. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Valérie Expert, débat. Tu viens aux courses de chevaux avec moi jeudi? C'est gratuit pour les enfants avec plein d'animations. Et les chevaux, on les voit de très près. Ils sont beaux. Jeudi 30 mai, venez faire la fête sur l'hippodrome de l'Aréole de 13h30 à 17h30. Spectacle pour toute la famille. 06 13 86 50 06. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. C'est déjà l'été sur Canal+. Profitez des grands films de l'année. Tomb Raider, Solo, A Star Wars Story, Ocean's 8 et Aladdin 2. Vibrez devant l'intégralité des phases finales du Top 14. Et découvrez les séries événements comme la dernière création originale Canal+, Mouche, la nouvelle série Catch 22 ou encore Calls, chapitre 2. Et vous n'avez encore rien vu. Avec Canal+, profitez du meilleur du cinéma, des séries et du sport pour 19,90 € par mois, sans engagement. Rendez-vous sur boutique.canal.fr. Offre soumise à conditions. Auchan, et la vie change. Et avec les beaux jours, c'est le porte-monnaie de Justine qui change. Avec les tomates grappes à 99 centimes le kilo. 99 centimes le kilo, Justine. Toi qui te demandes toujours si la tomate est un fruit ou un légume, eh bah t'auras toujours pas la réponse. Mais tu sauras que c'est pas cher. Jusqu'à ce soir, vos magasins Auchan et Auchan Drive proposent des tomates grappes rondes Origine France à 99 centimes le kilo. Et vos beaux jours changent.
Auchan. Catégorie 1, voire magasin ouvert aujourd'hui sur Auchan.fr. Et vous, qu'attendez-vous pour aller chez Renault? Dans la vie, il y a des moments à ne pas rater. En mai, profitez d'offres exceptionnelles comme Renault Capture à partir de 129 € par mois avec EasyPack. Entretien avec pièces d'usure, assistance et garantie inclus pendant 4 ans. Mais pour en profiter, c'est seulement jusqu'à la fin du mois. Pour Capture Life TCE 90, LLD sur 49 mois, 40 000 km avec un premier loyer de 2 000 € jusqu'au 31 mai si accordiaque. Voir Renault.fr. Sud Radio. En Ariège. À Vic-de-Sauce. Sur 102 FM. Cet été, un grand soleil va illuminer vos journées. Et les canapés Grand Soleil de Poltron et Sofa vont illuminer votre salon. Chez Poltron et Sofa, découvrez toute une collection de canapés en tissu déhoussable et lavable ou en cuir fait main en Italie comme le modèle Campedello à seulement 599 €. Poltron et Sofa. Et voilà. Chérie, regarde, du 29 mai au 2 juin, c'est le 49e salon des antiquaires des Ozes. Ah, je le sais déjà. On y trouvera plein de belles choses et de pièces exceptionnelles. Je sais, c'est le rendez-vous des collectionneurs, des passionnés d'art et d'antiquité, comme nous. Meubles, bijoux, argenterie, porcelaine. Tableaux, livres anciens, bibelots, tapis, des milliers de trésors. Mais enfin, pourquoi tu sais déjà tout? Regarde, je suis sur leur site internet, salon-antiquaire-eos.com. Du 29 mai au 2 juin, 49e salon des antiquaires, halle des expositions d'Eos dans le Gers. Depuis plus de 50 ans, le groupe Socaf vous propose de nombreux services comme garantie financière, assurance et formation. Retrouvez toutes les infos et les conseils immobiliers sur socaf.fr. Groupe Socaf, partenaire de votre chronique Le Conseil des experts. Chaque samedi sur Sud Radio. Bonjour, c'est Daniel Herrero. Sud Radio Rugby. Ce vendredi soir, à 21h, grand match de barrage à haute intensité entre le Racing 92 qui va jouer sa saison contre le Stade Rochelais, très frais et au rugby offensif. Nous y serons avec Julien Geneste. C'est sur Sud Radio, évidemment, vendredi soir à 21h. Le top 14, l'équipe de France, la Coupe d'Europe, c'est à vivre en direct sur Sud Radio. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio. On est en direct 0826 300 300. On continue le tour de table qui a pris un petit peu de temps à cause de Régis de Castelnau avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Confesse. Nicolas Moreau, vous, c'est un coup de gueule? Oui, c'est un coup de gueule. Du coup, je vais lancer un petit peu les débats. Je vais faire un coup de gueule sur Whirlpool. Ouais. Et pas comme on l'entend généralement, plutôt sur le rôle de l'État stratège en général. C'est-à-dire que on a chez Whirlpool, si je me souviens bien de la campagne présidentielle, un repreneur local qui avait dit qu'il voulait reprendre à peu près 50 personnes chez Whirlpool pour faire des casiers réfrigérés. Et qui s'est fait visiblement bourrer le mou par à peu près tous les pouvoirs publics qui sont venus s'en mêler, qui sont venus s'en occuper pour jouer l'État stratège. Vous inquiétez pas, on va vous trouver des commandes, on va vous trouver des débouchés, vous allez faire des batteries pour les voitures électriques, etc. Et résultat net, il a gardé plus de 160 personnes. Il a écouté les promesses que le bon gouvernement lui avait fait et aujourd'hui, il coule. Ouais. Pourquoi ? Parce que le gouvernement s'est occupé de quelque chose qu'il ne regardait pas et allait se mêler d'une situation qu'il ne regardait pas. C'est la même chose pour tout un tas de dossiers. On peut parler de Ascoval et de la façon désastreuse dont ça a été géré. Ouais. Parce qu'évidemment l'État s'en mêle, donc on sait que l'État va mettre au pot, donc on a en quelque sorte une ristourne sur les boîtes qu'on va racheter et donc on peut les racheter en n'ayant pas les reins solides et résultat on a des fiascos un par un sur les interventions de l'État stratège. Vous êtes pour la faillite de toutes ces sociétés qu'elles sortent du marché, c'est ça? Donc c'est vous donnez je suis pour que ces gens meurent de faim, etc. Non mais attendez, c'est bien gentil ça. Non mais à un moment on peut pas faire du populisme tout le temps, ça marche pas. Je suis désolé, c'est l'absence de politique industrielle dans ce pays. Moi j'aurais préféré qu'il y ait 50 personnes qui gardent leur travail à Amiens plutôt que 160 qui se retrouvent sur le carreau parce qu'on a voulu faire mal. Qu'il y ait eu des fautes, ça c'est possible, mais ne dites pas que véritablement l'État ne doit pas se mêler de politique industrielle. Il faut que l'État soit arrêté d'être arrogant. C'est trop compliqué pour les ozos qui nous gouvernent, peut-être. C'est trop compliqué pour eux. Non, moi je rejoins ce que M. Mira vient de dire, c'est-à-dire qu'il y a une absence totale de politique industrielle en la matière, et que le bilan, si l'État ne s'en était pas mêlé, le bilan serait qu'à un moment donné, les gens seraient tous sur le carreau. Donc, que l'État s'en soit mal mêlé, parce qu'il n'a pas une vision stratégique des choses, parce qu'il n'anticipe pas, parce que cette forme de commissariat au plan qui aujourd'hui a été totalement dévoyée avec Stratégie est aujourd'hui incapable de faire le travail pour lequel ces gens-là sont payés, je suis d'accord. Mais dans ce cas-là, redonnons-nous les moyens de construire une politique industrielle en France et pas faire du cas par cas à chaque fois où effectivement les décideurs échouent parce qu'ils sont toujours dans un entre. Il nous faut de la prévision, il nous faut retrouver une prévision, une programmation nationale.
il nous faut modifier les règles au niveau européen où le tout concurrence vous donne une vérité à 14h, une autre à 15h. Donc, véritablement, c'est ça qui est en cause. Ouais. Et si on ne comprend pas ça, si M. Macron ne le comprend pas, et je vois qu'il ne le comprend pas, on va dans le mur. C'est François Ruffin qui a dénoncé mercredi les 6 mois d'inaction du gouvernement dans le suivi donc il y a un problème quand même de suivi de la part du gouvernement. Il y a un problème. Après, on peut voir le problème de deux manières. Est-ce qu'on considère que les gens qui sont censés gérer cette politique industrielle sont mauvais? Peut-être, oui, effectivement. Est-ce que c'est juste trop compliqué parce que maintenant le monde va trop vite, parce que les innovations vont trop vite, et que cette idée d'encadrer tout ça par l'État ne peut plus marcher? Regardez ce qui Il faut laisser faire ceux qui savent, tout bêtement. Ça innove de partout, ça va trop vite. On peut pas gérer ça. À s'occuper de son industrie. Mais bien évidemment, il a une politique industrielle qui s'appelle Standtisch Deutschland. Et c'est tacite, c'est-à-dire qu'il défend les intérêts allemands. Jamais un centre de décision ne quittera l'Allemagne, jamais les laboratoires ne quitteront l'Allemagne, et il verrouille. Et donc ça, c'est tacite, et c'est une alliance entre le patronat, les universitaires, le gouvernement allemand et les syndicats. Donc c'est ça qu'il nous faut, c'est défendre nos intérêts. Vous avez raison de dire que ça évolue vite, mais regardez ce qui se passe aux États-Unis, ils n'ont pas de politique industrielle, eux, mon œil. Allez, on va passer au coup de gueule de François Coq. Oui, un coup de gueule, on va rester sur le président Macron qui a annoncé, ou plutôt lui il n'a rien dit, il a fait annoncer que finalement il ne réunirait pas le Congrès pour se prononcer devant. C'est pas tant le fait qu'il ne parle pas devant le Congrès, le Parlement qui pose un problème, que la manière qu'il a de le faire, c'est-à-dire qu'on peut parler devant le Parlement depuis la réforme de 2008, Nicolas Sarkozy l'avait fait une fois, François Hollande l'avait fait une fois, et puis Macron avait dit au début de son quinquennat, moi tous les ans je vais aller devant le Congrès réuni à Versailles et je vais m'exprimer. Vous vous souvenez, en 2017, Macron qui défile dans la galerie des glaces du château de Versailles. C'était le Jupiter Soleil, avec une allocution qui derrière ne pouvait pas donner suite à un débat avec les parlementaires. Même chose l'année dernière. Et cette année, Macron, sa personne, soi-même, décide comme ça qu'il ne veut plus le faire. Autrement dit, le Parlement et les Françaises et les Français, représentés par celui-ci, sont complètement livrés au bon vouloir du monarque présidentiel. Et moi, je note que si le président ne va pas devant le Parlement, eh bien, il justifie ça, ou plutôt Madame Ndiaye, sa porte-parole, justifie ça par le fait que finalement, il n'y aurait rien à changer dans la politique. Elle dit ça au lendemain du jour où la politique du président Macron n'a été soutenue dans les urnes que par à peine 10% du corps électoral. Autrement dit, c'est finalement on rejette d'un revers de la main tout ce qui a pu être exprimé. Mais ça, on va l'aborder. On va l'aborder tout à l'heure. On va parler. Je voulais qu'on parle aussi du suspect donc qui a été arrêté, qui est passé aux aveux de Lyon, celui qui aurait donc commis cet attentat au colis piégé. Donc on apprend que c'est Mohamed Hichem, un Algérien de 24 ans, qui était en situation irrégulière. Ça repose. Voilà. C'est quand même la question que ça pose, un de plus, encore une fois. Comment c'est possible? Comment c'est possible, c'est qu'effectivement, les expulsions pour des gens qui sont en situation irrégulière sont de plus en plus difficiles. Non, mais comment il peut être étudiant? Alors, je sais pas s'il suivait des cours, mais... pas beaucoup. Hein. Oui, il étudiait pas beaucoup. Il étudiait la composition des bombes. Oui. Non, mais ce qui est certain, c'est qu'à mon avis, c'est, je dirais, le terrorisme du pauvre, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui idéologiquement adhère à cette idéologie mortifère qu'est l'intégrisme islamique et qui passe à l'acte. D'ailleurs, quand vous regardez ce qu'a diffusé aujourd'hui l'État islamique et le fameux al-Baghdadi, eh bien, vous vous apercevez en disant maintenant, partout où vous êtes, tuez du mécréant. C'est pas nouveau. J'entends. Et ça ne fait que ça va continuer, parce que le problème, c'est que l'idéologie, on croit pouvoir la combattre avec des moyens policiers. Il en faut. Et du renseignement. Mais c'est un combat culturel. C'est-à-dire comment ramener ces gens, je dirais, dans une conception qui est celle que tu respectes l'autre. On y revient dans un instant. 0826 300 300, vos réactions également, le compte Facebook de Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, midi 13h, les meilleurs invités d'André Berkoff. Tout à l'heure, je reçois Danielle Salnave, écrivain, académicienne, et qui défend Mordicus, Jojo le gilet jaune, et avec quel talent. Et puis, Christophe Gatineau, agronome, et qui lui défend les abeilles. Mais alors, comme il les défend bien.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Midi 13h, André Berkoff. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Martine Laroche-Joubert, grand reporter de guerre pendant plus de 30 ans, elle n'a cessé de parcourir le monde. Les témoignages qu'elle recueillait ou apportait à la télévision ont toujours été dans son esprit beaucoup plus forts que les dangers inhérents à son métier. Un parcours de combat qu'elle raconte dans un livre. Martine Laroche-Joubert est dans les clés d'une vie, aujourd'hui sur Sud Radio. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Chez Leroy Merlin, vous garantir le bon achat, on y travaille tous les jours. Alors quand vous nous dites « Quand je pars en vacances, j'ai du mal à laisser ma maison », bah oui, on sait jamais ce qui peut se passer. On vous répond « Protégez votre maison à partir de 29,50 € par mois avec l'abonnement Alarme Maison Connectée Enki. Il comprend la location des produits connectés nécessaires et le déplacement d'un agent de sécurité en cas de sinistre. » Leroy Merlin. Et vos projets vont plus loin. Détails sur leroymerlin.fr. Sud Radio. En Ariège. À Ax-les-Thermes, sur 103 FM. Une star. Justin, ici, s'il vous plaît. Et une superstar. Une tirelire. Et une super tirelire PMU. Tout est vraiment meilleur quand c'est super. Dimanche 2 juin, le PMU met en jeu une super tirelire d'1 million d'euros au Quintet Plus lors de la journée du Kipco Prix du Jockey Club. Rendez-vous en point de vente PMU pour tenter de gagner des milliers de bons à parier. PMU, que les meilleurs gagnent. Conditions information, point de vente PMU. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Jusqu'à dimanche, dans votre magasin Jiffy, moins 30% sur tout le magasin. Moins 30% sur tout le magasin. Moins 30% sur tout votre magasin Jiffy, des 50 € d'achat. Oui, moins 30% même sur le mobilier, le jardin et la déco. Jiffy, des idées de génie. Offre valable pour les clients VIP du 30 mai pour les magasins ouverts ce jour au 2 juin, des 50 € d'achat. Remise remboursée sous forme de bon d'achat valable du 17 au 20 juin. Valérie Expert revient dans 1 minute sur Sud Radio. Mesdames et messieurs, nous voici devant les rapides des Happy Passion Days qui débordent de sport, de musique, de presse, de cinéma et de séries. Et en ce moment, ils ne sont qu'à 1 € par mois. Alors profitez-en. Youhou! Pendant les Happy Passion Days de SFR, profitez de toutes vos passions, comme par exemple RMC Sport ou SFR Ciné-Série à 1 € par mois pendant 6 mois pour les nouveaux clients box. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à conditions, valable jusqu'au 3 juin. Après 6 mois, RMC Sport à 9 € par mois et SFR Ciné-Série à 5 € par mois. Happy Passion Days, les jours passion. Edenauto.com, c'est 54 concessions du sud-ouest des plus grandes marques automobiles qui vous proposent 3000 véhicules d'occasion révisés, garantis. Le choix au meilleur prix et aux meilleures conditions. Edenauto.com. Choisissez, cliquez, roulez. Vous voulez écouter les émissions de Sud Radio en podcast? L'invité politique, Patrick Roger, sont en écoute et téléchargement sur iTunes, Spotify et sudradio.fr. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on est en direct 0826 300 300 si vous voulez réagir à l'actualité, au sujet dont nous parlons avec Régis de Castelnau, avocat, Jacques Miard, maire de Maisons-Laffitte, ancien député LR, Nicolas Moreau, éditorialiste, et François Coq, essayiste, auteur du livre L'impératif démocratique, et vous êtes également membre de la France Insoumise. Nous parlions donc de cet homme qui a été interpellé, qui a fini par avouer qu'il avait posé ce colis piégé, et ce qui est interpellant, c'est que c'était un Algérien en situation irrégulière. Il avait eu un visa de 2 mois, donc il n'était absolument pas étudiant. En tout cas, il était peut-être en Algérie, mais pas en France. Et alors, j'entends dans les différents bulletins d'information, on ne connaissait pas ses motivations. Il a reconnu quand même être radicalisé. Je ne sais pas qui veut réagir. Je voudrais dire une chose sur les étrangers en situation irrégulière. Je veux dire, c'est un vrai problème qui est devenu considérable. On va à La Chapelle, machin, là, dans le quartier. En venant ici, tiens, sur les quais, en scooter, j'en ai vu qui attendaient avec leurs sacs, etc. Des malheureux, qui trouvent une réalité ici assez épouvantable. C'est que les moyens pour contrôler aujourd'hui, avec les sociétés comme elles fonctionnent, pour contrôler les gens en situation régulière ou irrégulière, c'est très difficile. Après, on nous dit contrôle aux faciès, etc. Et en revanche, là où il y a de l'irresponsabilité dans cette affaire précise, c'est que le gars, il a été embauché par un lycée pour faire le pion. Il n'a pas de papier, il est en situation irrégulière, vous avez un lycée d'État, et qui embauche ce gars sans aucune précaution. Parce que les contrôles... C'est l'État dans l'État de l'éducation nationale. Ça a été vérifié, ça, cette information? Moi, je l'ai vu partout, non?
Moi, j'ai pas eu de confirmation. Moi, je suis très prudent sur les informations qu'on a. On en a assez peu, quand même, qui tombent directement. Moi, je veux pas jouer à la Castaner ou à la Gérard Collomb, qui balance des informations dans tous les sens, sans que le procureur les ait confirmées. Moi, j'invite à être prudent. Non, ce que cette affaire montre, quand même, c'est qu'il faut pas s'étonner, à un moment donné, qu'on continue à avoir des passages à l'acte, parce que l'islamisme, entendu comme l'islam politique, je parle pas de la religion, là. Je parle de l'extrémisme, le versant extrémiste qui existe au sein de chaque religion et qu'elle doit traiter. Donc, à partir du moment où celle-ci se déverse dans la sphère publique, a irrigué, bien évidemment, aujourd'hui dans la société. Et nous savons que le cordon ne sera pas rompu comme ça du jour au lendemain. Mais à un moment donné, cette question, elle doit bien être prise avec les deux mains et en mettant des mots sur les choses. Donc le problème aujourd'hui, ce n'est pas la question de la religion en tant que telle, c'est la question de son déversement dans le champ politique. L'islamisme, c'est ça. C'est l'islam politique, pas l'islam en tant que tel. Oui, non, mais c'est pas. Pour lutter contre ça, c'est une action qui, à mon avis, est culturelle. Vous ne pouvez pas lutter. Nous sommes dans un village planétaire où toutes ces idées circulent actuellement, où véritablement, même si ça demeure une minorité dans l'islam, c'est toujours les minorités, n'est-ce pas, messieurs les bolcheviks, qui commandent et qui véritablement donnent le là. Donc vous pouvez toujours avoir, et on l'a vu partout là, il y a des gens qui n'étaient même pas reliés, je dirais, au réseau international, mais qui ont intégré, qui sont franchisés en somme, et qui ont intégré justement cette idéologie mortifère et qui peuvent passer à l'acte. C'est ce qui s'est passé. Mais la loi de 1905 nous donne les moyens de couper justement le cordon ombilical entre la religion et attendez. Ça, c'est lorsque les gens jouent... Non, il faut être sérieux. C'est lorsque les gens admettent effectivement que la loi est la vertu. Or, vous avez aujourd'hui des islamistes, des intégristes islamistes, des extrémistes qui se foutent de votre loi. Donc, c'est pas là-dessus que ça va jouer. Donc, c'est un problème aujourd'hui où moi je dis, ces gens-là, ils n'ont rien à faire sur le territoire national. Ils n'ont rien à faire, mais comment on fait pour les expulser? Comment on fait? C'est sur le plan juridique et sur le plan des moyens, c'est assez compliqué. D'abord parce qu'il y a des contradictions. On le voit avec l'aide sociale à l'enfance où effectivement des gens qui sont pas mineurs en général, qui sont majeurs mais qui n'ont aucun papier, sont pris en charge. Ça coûte 2 milliards par an au Conseil généraux, au Conseil départementaux, c'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui. Donc il y a un vrai déficit de moyens face à un problème, c'est la poussière qu'on met sous le tapis. Sur la question de la loi de 1905, moi je veux bien, c'est vrai, et je suis pour, moi je suis un peu laïcard radical, mais quand je vois que 3 jours avant les élections, une grande page dans tous les journaux du CRIF qui vient dire voter Macron quasiment, Conseil représentatif des institutions juives, c'est purement et simplement scandaleux et personne ne l'a relevé. Personne n'a relevé ça. Et je comprends à ce moment-là les musulmans qui disent attention aux 2 poids 2 mesures, parce que cette rigueur, elle doit être effectivement totale. Et les seuls sur lesquels on tape vraiment, ce sont les cathos, maintenant qu'ils posent de moins en moins de problèmes parce qu'il n'y en a plus. Non, ça ne veut pas dire qu'il y en a plus. Il y a des gens qui ont la foi, mais eux respectent les lois, du moins. Et vous avez raison de dire qu'il y a une nécessité à faire la séparation à ce qu'est l'action politique. J'ajoute qu'il n'y a pas que les mouvements religieux qui ont appelé à voter pour Macron. Il y a même des syndicalistes, je vous rappelle, même des qui ont à un moment donné, je dirais, choisi leur camp. Oui, après il y a la question politique qui se pose, mais c'est des problèmes qui doivent se régler plus haut que la question politique. La question politique découlera effectivement d'un combat culturel dans lequel, en premier lieu, il faut déjà arrêter les discours de haine de soi. Parce que ça commence par là aussi. Si les gens passent à l'acte contre la France, contre l'État français, contre leurs compatriotes français, d'abord parce qu'ils les détestent et parce qu'ils détestent la France. Et on en parlait tout à l'heure avec la fameuse suppléante insoumise qui a donné des discours de haine de soi. D'autres insoumis comme effectivement Daniel Obono, qui est proche des indigènes de la République, qui est proche de Horia Boutelja, qui est proche de Rokhaya Diallo, qui ont tous des discours totalement de haine de la France, effectivement, qu'on va toujours envoyer au racisme, à Vichy, à la colonisation, etc., à l'esclavage, de haine de l'Occident en général, où ça va être les États-Unis qui font des guerres pour le pétrole, etc., de racisme institutionnel, toutes ces bêtises-là. Et ça crée des discours de haine de soi qui se répandent, qui sont partis, à mon avis, de la gauche à partir des années 80, qui se sont répandus et qui font qu'aujourd'hui, ça a infusé, ça a même diffusé. Et aujourd'hui, il y a des discours de haine de soi qui, quand ils rencontrent une idéologie qui la légitime, permettent de passer à la violence. On parle de l'islam, ça aurait pu être le communisme aussi. On a connu la bande Abadère il y a quelques années, mais c'est
c'est des idéologies où d'une part on déteste le pays dans lequel on vit, parce qu'il faut une idéologie, il faut une idéologie qui rencontre une haine de l'Occident. C'est un enjeu mondial. Bien sûr. Il y a vraiment un réel problème qui est que ça a commencé avec El Banna, avec les frères musulmans en 28. Ça s'est développé avec le financement des wahhabites partout, où on a laissé faire véritablement, je dirais, les subventions d'un certain nombre de mouvements. Et aujourd'hui, on récolte la tempête. Et on laisse toujours faire d'ailleurs aujourd'hui. On a Guy en ligne qui souhaitait réagir à notre débat. Bonjour Guy, vous êtes à l'antenne sur Sud Radio, on vous écoute. Bonjour Guy. Alors, Guy a posé son téléphone. Allô ? Non, il ne nous entend pas. Alors, François là où je ne suis pas d'accord, c'est que nous ne réglerons pas cette question en disant nous allons faire changer les pratiques individuelles. Voilà. À un moment donné, nous devons assumer collectivement de couper les circuits de diffusion de l'information. Aujourd'hui, cette liberté de pignon sur rue de l'islamisme, de l'islam politique, pose un problème. La manière dont il est financé pose un problème. Donc, ce n'est pas simplement en allant interpeller un tel ou un tel en se disant attention, c'est pas bien, il faut pas passer à l'acte, que nous allons arriver à changer les choses. À un moment donné, il faut prendre le problème pour ce qu'il est, c'est-à-dire un adversaire de la pratique républicaine. Oui, dans ce cas-là, faut aller taper du côté du clientélisme des maires aussi qui vont aller fricoter avec des islamistes. Je n'ai aucun souci pour ça. Allez, on va changer de sujet. Parfait. On va parler des tarifs de l'énergie. Donc, à partir de samedi prochain, les tarifs régulés d'EDF vont augmenter de 6%. Donc, c'est une hausse qui est basée sur des calculs qui sont contestés par les associations de consommateurs. Ça concerne encore une fois 28 millions de Français. Le Parisien ce matin expliquait la répartition du prix, du coût de l'énergie, de la composition de la facture. Il y a 31% qui concerne le coût d'acheminement, 34% pour le coût de production, donc ça nous fait 65%. Et puis après, il y a des taxes, il y a la TVA, il y a la taxe sur la consommation finale d'électricité, il y a la contribution tarifaire, etc., etc. Donc c'est incompréhensible quand même que ça augmente comme ça. Mais vous savez, le système qui a été mis à bas, qui fonctionnait bien, où on avait l'électricité le moins cher d'Europe, ou presque, grâce au nucléaire, il faut le dire, a été mis à bas par le système, il faut de la concurrence. Donc on a organisé une fausse concurrence, où on oblige EDF à vendre de l'électricité à d'autres distributeurs et qui véritablement essayent d'aguicher le client par des services adjacents. Donc en réalité, le problème il est là, c'est qu'on avait un système certes monopolistique, je l'accorde, mais qui déplaisait à Bruxelles. Et vous avez là le résultat direct de ce qui a été une fausse politique, je le dis comme je le pense. C'est uniquement pour la concurrence, en fait. Je dirais que, il faut regarder tous les éléments, c'est assez complexe. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a véritablement eu une organisation, une volonté de mettre en place la concurrence qui aboutit à une hausse des prix. D'ailleurs, vous ne tracassez pas, à la SNCF, ce sera la même chose. Mais est-ce que l'État ne doit pas intervenir et ne peut pas Le problème, c'est qu'il s'est mis dans un système où il n'est plus maître des choses. Non, mais c'est pas un problème de concurrence, puisque la concurrence dans tous les secteurs a tendance à faire baisser les prix. On l'a vu dans le téléphone, on l'a vu dans l'avion. Ça, c'est différent. C'est l'un des seuls exemples, et dans l'aviation, je vous l'accorde. Mais à la SNCF, ça va augmenter les prix. Le téléphone, dans les téléphones, c'est parce qu'il y a une multitude de concurrents réels. Or, ici, ce n'est pas le cas. On a organisé une fausse concurrence qui se retourne contre le consommateur. Oui. Alors, moi, je reviens sur la concurrence, mais d'abord quand même que tous les auditeurs aient bien conscience de ce qui est en train de se passer. Ça va être une augmentation de 6%, qui va avoir lieu de 5,9%, qui va toucher plus de 25 millions de foyers dans le pays, plus de 3 millions d'entreprises dans le pays, dont le médiateur national de l'énergie a dit que c'était une erreur et qu'elle allait frapper en priorité les plus précaires. Celle-ci s'additionne déjà à l'augmentation de plus de 8% du prix du gaz depuis que le président Macron a été mis en place. Il a déjà augmenté l'électricité de 2,4%, il avait augmenté le prix du fioul, et tout ça devait être mis en place il y a quelques mois déjà, en plein mouvement des Gilets jaunes. Donc ils ont simplement différé l'annonce au lendemain des élections européennes, et la question de la concurrence, on est pleinement dedans. Pourquoi ? Parce qu'actuellement se discute à l'Assemblée nationale et au Parlement la question de la loi Pacte. Vous savez, celle qui va déjà privatiser Aéroports de Paris, qui va privatiser la Française des Jeux, et qui va privatiser aussi 25% d'Engie. Autrement dit, cette augmentation aujourd'hui des tarifs vise à préparer la mise en concurrence de cette entreprise qui va être privatisée pour pouvoir lui permettre, paraît-il, de prendre bien sa place au bon endroit dans le cadre de la concurrence libre et non faussée, si chère à nos amis européens derrière lesquels nous nous alignons. Eh bien, c'est une erreur totale, et c'est les Français qui vont encore une fois payer la facture. Oui.
Nicolas, les Français ont toujours payé la facture quand il y a des monopoles. Sauf les salariés d'EDF, quand les taxis qui ne payent que 10%. Oui, mais au final, c'est un faux sujet. C'est comme sur la SNCF, si on leur enlève ces avantages-là, c'est comme si on baissait leur salaire. Donc il y a une question en fait finalement de est-ce qu'on augmente ou est-ce qu'on baisse leur salaire. Je ne crois pas qu'il faille attaquer par le côté salaire de la lorgnette. N'a rien à voir avec ça. Non, c'est les avantages qui sont donnés par les gens qui sont au pouvoir maintenant. Non, c'est pas 45 milliards, c'est les avantages des salariés. C'est un bout du salaire, c'est ça, ça compte pour rien. Je suis désolé. Quand vous regardez le fameux statut SNCF des cheminots, c'est pas ça qui met, je dirais, qui pose problème. Si on s'énerve quand on est d'accord, on va pas en sortir. Non, mais il est d'accord avec vous. Il dit que c'est peanuts. Alors il faut bien vous exprimer. Voilà, je m'exprime. Moi j'avais compris. Oui, ben voilà. Régis, il faut bien comprendre. Je veux bien son secours un peu, puisque je suis pas d'accord avec lui. Oui, donc c'est moi qui vous ai coupé que la concurrence partout fait baisser les prix. Il y a d'autres problèmes à EDF qui sont des décisions désastreuses qui ont été prises, des EPR qu'on n'arrive pas à financer, des problématiques autres. Et il y a un autre problème qui est clairement le problème des taxes. La TVA sur l'électricité touche le prix de l'électricité, mais grève aussi les taxes sur l'électricité. Oui. C'est comme l'essence en fait finalement, vous payez une taxe sur une taxe et ça c'est dans les mains de l'État de baisser ces choses-là, mais après il y a des problématiques effectivement qui se vendent en disant que si on baisse les taxes ou les taxes carbone qui grèvent les énergies, TVA, il y a on aussi fait une un directive, geste anti-vert. Je vous rappelle, en matière de TVA, il y a aussi une directive qui vous empêche d'avoir véritablement un libre arbitre. Je peux vous le dire aussi. Donc on est empêché par l'Europe de faire ça. Non, mais pas complètement. Mais je voudrais revenir sur l'histoire de la concurrence qui fait baisser les prix. Alors ça, excusez-moi, mais c'est de la fausse nouvelle. Parce qu'en matière de SNCF, je peux vous dire que ce sera exactement le contraire qui va se produire. Parce qu'à partir du moment où vous mettez effectivement, des entreprises, elles vont vouloir faire leur beurre. Et bien évidemment, il va falloir aussi investir. Donc il y a véritablement de ce côté-là, ce n'est pas la concurrence qui fera baisser les prix. Mais c'est extrêmement compliqué. Là, on est d'accord, mon cher Jacques, parce qu'on a bien vu ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. On a parfaitement vu ce qui s'est passé. Et en Californie aussi. C'est-à-dire que dans les services publics, on injecte du capitalisme actionnarial. Je suis désolé, c'est contradictoire, c'est tout. Il s'agit de services publics. Et quand j'entends que la concurrence a fait baisser les prix du téléphone portable, etc., la guerre des prix, sachons-le, ne fait que des morts. Ensuite, ce que je dis, il faut voir de l'avion, du téléphone, de l'internet, l'effondrement de la qualité des prestations. Il faut voir ce que c'est devenu. Il faut voir la sous-traitance, les conditions de travail des uns et des autres. Non, je suis tout à fait désolé. Là, je parle bien des services publics. On parle des services publics. L'énergie en est inconsidérable. Qui regrette France Télécom, qui regrette Air Inter, qui regrette toutes ces choses-là. Non, mais attendez. Moi, je regrette France Télécom. Il n'y a pas de vérité d'a priori. Quand on payait 2 fois le prix normal. Dans certains domaines et les téléphones, ça peut aboutir effectivement à une saine concurrence, à une baisse des prix. Sauf que il faut faire attention parce que il n'y a pas simplement le prix pour les consommateurs, il faut les investissements. Et le drame, c'est qu'aujourd'hui, on voit que dans un secteur, il n'y a pas d'investissement. Et ça, c'est la guerre à outrance des prix aboutit justement au manque d'investissement. C'est aussi une erreur de mal distinguer ce qui est activité et ce qui est infrastructure. On a tendance un peu trop à privatiser des infrastructures, ce qui n'a pas... Moi, ce que je vois, c'est que ça va coûter 85 € par an en plus par ménage qui se chauffe à l'électricité. Et puis, le je t'envoie la patate chaude qui est en train de se passer. C'est-à-dire que le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, accuse les taxes de l'État. Le ministre de la Transition énergétique, François de Rugy, lui, il accuse EDF. Et donc... il y a la discorde chez l'ennemi. C'est un coup en douce. Parce que, regardez, cette augmentation du prix de l'électricité, on est quoi ? On est au mois de juin. C'est pas là qu'elle va exploser. C'est pas dans les semaines qui viennent que la facture des gens va exploser. Quand on va arriver à l'hiver prochain, c'est là que les 85 € que vous évoquez vont arriver sur la note. Et Macron nous dira « Ah ben non, ça s'est déjà passé il y a 6 mois, on peut pas revenir dessus. » Voilà, c'est encore une entourloupe politicienne du président. On a des auditeurs en ligne sur Sud Radio avec nous. Frédéric, vous nous appelez de Rueil-Malmaison. Bonjour. Oui. Bonjour Valérie, merci beaucoup de me prendre l'antenne et bonjour à vos invités. Écoutez, moi je trouve quand même que c'est inadmissible de ne pas pouvoir garantir, tout du moins à un prix correct, à déterminer, avec une consommation quand même de base à chaque citoyen. Tous les investissements d'EDF sont quand même des investissements depuis longtemps dans le nucléaire et tout ça, que nous avons financé et que l'État a financé. Et amorti. Tout ça. Et voilà. Et c'est franchement scandaleux. Et je pense qu'on est encore loin de ce qui nous attend, parce que la marche forcée avec le compteur Linky, vous allez voir d'ici quelques temps, ça va être le prix du courant pour la gazinière, le prix du courant, pour le machin, ça va être horrible, parce qu'on n'a pas encore vu ça, mais je pense qu'il se profite quelque chose. Et je trouve vraiment scandaleux encore de rebalancer
Et comme le disait fort justement M. Miard, d'ailleurs, qui connaît bien les dossiers, la SNCF, ça va être pareil. Moi, je suis cadre retraité, je peux vous dire, ça va être une catastrophe. Hein. On va écrémer les lignes TGV rentables, et bonjour les petites lignes. Hein. Ça va être la fermeture anticipée. Ça, il n'y a pas de problème. Mais jamais, enfin, moi, je trouve quand même scandaleux, franchement, honnêtement, qu'on ne puisse pas garantir à un prix raisonnable. Je dis pas toute la consommation, mais une partie quand même pour chaque citoyen. Vu les investissements de l'État, quand même, c'est nous tous, hein. Et comme dit M. Miard fort justement, alors arrêtons avec la concurrence. La concurrence, c'est tout le contraire. Hein. C'est franchement. Merci. Je trouve ça vraiment. Voilà. Merci pour votre soutien, camarades. Alors moi, c'est marrant parce que depuis le début de la semaine, je reçois des coups de fil de comment on dit de pourvoyeurs d'énergie qui me proposent des contrats, des trucs auxquels je comprends rien, avec le prix du kilowattheure, du truc. Donc moi, consommateur, d'ailleurs, je déplore qu'il n'y ait pas de ministre de la consommation. On est dans une situation où les Français ont des problèmes de pouvoir d'achat. Il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de personnalité responsable. Ce qui manque le plus, c'est un ministre de l'industrie, cher Valérie. Il manque un ministre de l'industrie, mais il manque un ministre de la consommation. Mais il ferait quoi? Il nous referait des Florange et des Gandran? Non, mais vous... C'est trop compliqué vous avez 50 ans de retard, cher Nicolas. J'en ai 50 d'avance. Regardez ce qui se passe dans tous les pays du monde. Au Japon, en Chine, aux États-Unis, en Allemagne, il y a une politique industrielle. Et il y a une politique économique aussi. Enfin, ils n'ont pas les mêmes charges, les mêmes taxes, les mêmes emmerdements, ils n'ont pas les mêmes formulaires à remplir. Alors, c'est réglé par Bercy. Bravo. Mais avec le maire. Mais ce qui manque, c'est une redéfinition des biens communs. Aujourd'hui, on nous dit tout se brade, tout se marchandise, y compris les premiers mètres cubes d'eau, tout ce dont on a besoin pour l'usage du quotidien de la vie en termes d'électricité ou de gaz. Est-ce qu'on ne peut pas décider collectivement que tout ça, ce sont des biens communs qu'on doit se réapproprier et donc peut-être les rendre gratuits? Voilà, c'est cette redéfinition de nous autres en tant que ça n'existe pas. Ça n'existe pas, gratuit. Ça n'existe pas. Qu'on peut décréter des droits naturels. La gratuité n'existe pas. Il y a toujours effectivement un prix quelque part. Soit effectivement c'est l'impôt, soit c'est l'usager qui paye. Mais je n'ai absolument pas de problème avec l'impôt à partir du moment où il est redistributif. On se retrouve dans un instant. 0826 300 300. Vous êtes nombreux à réagir. J'avais un problème d'ordinateur parce que je vois Jacques qui dit Valérie ne veut pas relayer nos commentaires. Ça fonctionnait pas. Là, ça fonctionne. Alex nous dit je n'ai pas les moyens de remplir ma cuve à fuel, alors on a acheté des radiateurs électriques et là ils augmentent, on va finir par ne plus se chauffer du tout. Déjà que beaucoup ne se chauffent pas, nous dit Pat. Comment ils vont faire en hiver vu le prix? C'est honteux. À tout de suite. Macron, lui, il est bien au chaud. À tout de suite. Sud Radio, Valérie Expert, débat. Avec Carrefour et Carrefour Market, vous avez le pouvoir de payer moins cher. Pour les 60 ans Carrefour, chaque jour un deal exceptionnel à ne pas manquer. Je suis curieux de voir ça, moi, tiens. Tenez, la friteuse Fagor en inox est à seulement 24,95 €. Ah, alors là, je dis oui. Et je dis pas souvent oui. Aujourd'hui seulement, chez Carrefour et Carrefour Market, la friteuse Fagor en inox est à seulement 24,95 €. Vos magasins sont ouverts aujourd'hui. Carrefour, on a tous droit au meilleur. FGF 120, capacité de frites 1 kg, puissance 1600 watts, dans la limite des stocks disponibles. Détails produits et magasins ouverts aujourd'hui sur carrefour.fr. Ce week-end, la tension va monter d'un cran. Leur résistance sera mise à rude épreuve. Et il ne faudra pas manquer de puissance face aux charges adverses. Alors, pour faire des étincelles, chaque transformation sera déterminante. Vivez des barrages électriques avec Racing 92 Stade Rochelet, vendredi à 21h et Loup Rugby face à Montpellier, samedi à 17h, en direct et en exclusivité sur Canal+. Rendez-vous sur boutique.canal.fr. Sud Radio sur la Côte d'Azur, à Saint-Laurent-du-Var, sur 97.9. Écoutez, vous entendez? Vous jouez aux raquettes en famille sur la plage de Village Nature Paris. Vous venez de faire un magnifique plongeon dans le sable pour marquer le point de la victoire. Ce moment n'attend plus que vous. Alors, vous faites quoi cet été? Réservez vite votre séjour en profitant de nos offres exclusives sur centerparks.fr. Center Parks, ensemble, vraiment. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Et le bonheur, c'est de se dire jamais 203. Jusqu'au 11 juin chez Kiabi, sur toute la gamme t-shirt et bermuda, rayon hommes, femmes, enfants et bébés, pour 2 articles achetés, le 3e est gratuit. Exactement, gratuit. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Ouverture ce jeudi 30 mai, valable sur l'article le moins cher, conditions et liste des magasins, kiabi.com. Mesdames et messieurs, nous voici devant les rapides des Happy Passion Days qui débordent de sport, de musique, de presse, de cinéma et de séries. Et en ce moment, ils ne sont qu'à 1 € par mois, alors profitez-en. Youhou! Pendant les Happy Passion Days de SFR, profitez de toutes vos passions comme par exemple Napster ou SFR Presse à 1 € par mois pendant 6 mois pour les nouveaux clients mobiles 5 Go et plus. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition, valable jusqu'au 3 juin. Après 6 mois, SFR Presse Premium à 5 € par mois et Napster à 10 € par mois. Happy Passion Days, les jours passion.
Valérie Expert revient dans 1 minute sur Sud Radio. Intermarché vous propose d'écouter 1 euro. Mes amis, c'est la fin des haricots. Ah, alors, changement de programme. Ce n'est pas la fin des haricots verts. Non, ce n'est pas la fin des haricots verts. En ce moment, le lot de 3 boîtes d'haricots verts Saint-Éloi est à 1 euro. C'est ça, un prix producteur et commerçant. Et c'est seulement jusqu'à dimanche dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère depuis 50 ans. Jusqu'au 2 juin, 3 fois 220 grammes, soit 1,52 € le kilo. Retrouvez les magasins ouverts le 30 mai sur intermarché.com. Modalité magasins participants sur intermarché.com. Soyez prêts à vivre une expérience unique et un véritable voyage dans le temps à Terra Vinea. Plus qu'une visite, marchez sur les pas d'anciens mineurs et découvrez les vestiges de l'histoire de la vigne et du vin en Narbonnaise, de l'Antiquité à nos jours. Au programme, petit train, spectacle son et lumière, mise en décor. Plus d'infos sur terra-vinea.com. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Bon, c'est un sujet qui vous fait réagir et c'est bien normal, la hausse du prix de l'électricité à partir de samedi prochain, plus 6% pour les abonnés d'EDF. 28 millions de personnes sont concernées, enfin 28 millions de clients de foyers. Et comme le disait François Coq, c'est pas maintenant que la facture va être douloureuse, c'est à partir du moment où vous allez commencer à vous chauffer au mois d'octobre, au mois de novembre. Tous ceux qui se chauffent à l'électricité vont voir passer la facture. Petit coup de pub pour l'UFC Que Choisir, qui a décidé et qui depuis quelque temps a décidé de lancer une offre groupée qui visiblement fonctionne bien, une nouvelle offre groupée d'offres d'achat baptisée Énergie moins chère ensemble. Et l'association CLCV va également, elle, déposer un recours auprès du Conseil d'État pour faire annuler la hausse des tarifs. Vous êtes nombreux à réagir. On a Gérald en ligne avec nous. Bonjour Gérald. Bonjour. On vous écoute. Voilà, je vous appelle parce que je suis assez désorienté. J'ai tout fait pour réduire ma facture d'électricité. Je ne me chauffe pas à l'électricité, j'ai acheté un peu la granule. J'ai des ampoules LED. Le seul problème, c'est que j'ai aussi acheté une voiture électrique. Pardon d'avoir ri. Pardon, Gérald. Ouais. Vous avez fait confiance à l'État aussi. Ouais. Voilà, et je pensais en acheter une deuxième, puisque bon, nous en étions très contents. Mais bon, là, ça me fait 70 € de plus par an pour une voiture. Et pourtant, je gagne correctement ma vie. Mais ce sera déjà toujours moins que l'essence, non ? Oui, bien sûr, mais bon, le problème c'est que j'ai tout fait pour réduire ma facture d'électricité. Oui, et là, vous avez. Là, je ne peux plus. Ouais, c'est la schizophrénie totale, effectivement, où on vous pousse à prendre une voiture électrique, c'est ce que vous soulignez, et à l'arrivée, le tarif d'électricité augmente. Voilà, tout à fait. Donc, donc vous êtes effectivement, j'imagine, comme beaucoup de Français là qui réagissent et qui sont un peu désemparés devant cette hausse. On a Raymond également en ligne qui voulait réagir. Raymond, bonjour. Merci Gérald de votre appel à Sud Radio. Bonjour Raymond. Bonjour, je suis content de vous entendre. J'adore votre émission. Merci. Déjà. Et j'écoute tous les jours, et notamment aujourd'hui que je suis à l'hôpital, mais enfin je devrais sortir cet après-midi. On vous souhaite bon courage. Pourquoi ? Merci. Voilà pourquoi j'appelle. Je suis retraité d'EDF, j'ai 71 ans. Et quand j'entends parler d'avantages d'EDF, j'aimerais bien qu'on dise plutôt, pour ce qui est du courant, c'est vrai, c'est intéressant, mais je préférais que l'on parle de salaire, de salaire ou d'avantage de salaire. C'est avantage salarial, si vous voulez. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit que c'était pas du tout un sujet. D'accord, ok. Mais quand même, je voulais préciser que sur cet avantage salarial, on paye des impôts. En ce qui me concerne, d'ailleurs, ça augmente tous les ans. Et en ce qui me concerne, je vous rassure, vous n'êtes pas le seul. Ouais. D'accord, ok. On paye des impôts sur cet avantage salarial, en fin de compte, qui est considéré comme un avantage en nature. Pour ma part, on approche des 1500 € maintenant par an. Hein, donc c'est quand même relativement conséquent. C'est vrai qu'il y a 20 ans ou 25 ans, c'était beaucoup plus raisonnable, on va dire. Mais on arrive, je crois que je suis pour cette année à 1400... Oui, donc 1482 ou quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, c'est quand même conséquent comme avantage.
sachant que donc on paye environ 10%, bon, vous rapportez plus de 1482, vous voyez... non, mais ça, c'est bien que vous ayez appelé Raymond et que vous nous signalez ça. Effectivement, l'idée n'est pas de stigmatiser, de monter les Français les uns contre les autres. La question aujourd'hui, c'est celle du coût de l'énergie, de cette hausse de 6%. Alors, est-ce qu'il y a moyen que ce soit annulé ? Est-ce que le gouvernement, à votre avis, va faire... Est-ce que ça peut faire redescendre les gilets jaunes dans la rue ? Parce qu'encore une fois, ils sont descendus à propos du prix de l'essence. François Coq. C'est ce qui avait pour partie conduit à la mobilisation au début de la mobilisation. Depuis, elle s'est étendue à d'autres sujets. Mais vous avez vu aussi que la répression a été féroce, qu'il y a une espèce de chape de plomb aussi de la bien-pensance qui s'est abattue sur le mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes a réussi à repolitiser la société pendant quelques mois. Et là, finalement, l'élection européenne est intervenue comme un moment de vide politique. On a eu une campagne qui a été médiocre sur le fond. Et finalement, le calcul du pouvoir est de dire c'est la campagne politicienne des élections européennes qui va tuer le temps politique qui avait ressurgi avec le mouvement des Gilets jaunes. Moi, je souhaite effectivement que les gens reprennent leur bâton de pèlerin et viennent redemander aujourd'hui ce qui, d'une certaine façon, leur est dû. François, je vais vous rassurer, je suis intimement convaincu que ce ne sont pas les élections européennes qui vont commander les autres élections. Elles sont déphasées par rapport à d'autres choix. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'effectivement, elles sont grandement artificielles compte tenu de ce qui s'est passé. Un, qui essaye de rejouer les présidentielles, et aussi l'adhésion, je dirais parfois romantique, à l'idée européenne. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec Jadot, où à mon avis, il va y avoir une redistribution derrière. Avec 50% d'abstention et des jeunes qui n'ont pas voté. Oui, donc c'est un scrutin particulier. Merci à tous les quatre, merci d'avoir été là aujourd'hui. On vous souhaite une bonne journée. Merci à vous, auditeurs de Sud Radio. Dans un instant, c'est André Berkoff qui sera là. Et on se retrouve demain avec vous en direct toute la journée sur Sud Radio. Merci Jacques, merci à vous.